Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à Z sur 7, votre Z-podcast quotidien. Nous sommes le 25 novembre et voici un tout nouvel épisode de Z sur 7. Baptiste Lambert reçoit Daniel Guéguin, conférencier et lobbyiste. Ensemble, ils vont explorer le Mercosur, ce vaste accord de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine. Un projet en négociation depuis la fin des années 90 qui représente un marché potentiel de plus de 250 millions de consommateurs. Mais avant d'aller plus loin, prenons un moment pour expliquer ce qu'est, au juste, un accord de libre-échange. L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Un accord de libre-échange, c'est tout simplement un accord où on peut échanger librement. Ça veut dire que les pays européens vont pouvoir exporter des biens vers les pays du Mercosur sans droit de douane et sans limitation de quotas. Et de la même façon, les pays du Mercosur pourront exporter vers l'Union sans droit de douane et sans quotas les marchandises qu'ils souhaitent nous exporter. Voilà. Alors pour le Mercosur, on parle souvent, pour schématiser, de la viande d'Amérique du Sud contre des voitures allemandes ou européennes. Est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? Oui, c'est assez bien résumé, je veux dire. Mais le problème, si vous voulez, c'est combien de bœufs et combien de voitures allemandes. C'est plus la question qu'il faut poser. Le jour où on m'expliquera combien de voitures allemandes vont être vendues en plus sur le marché brésilien, ça donne déjà un élément de réflexion. Le seul problème ici, c'est que c'est même pas au doigt mouillé. D'accord. C'est vraiment une question de principe où on déclare que le fait d'importer du Brésil 99 000 tonnes de bœuf, sont probablement des beaux quartiers, vers l'Union européenne, dont le secteur bovin est dans d'extrêmes difficultés, va permettre à l'industrie automobile allemande, d'ailleurs elle aussi en extrême difficulté à l'heure actuelle, la possibilité d'exporter vers le marché brésilien. C'est un concept, si vous voulez, qui est le concept de la Commission européenne. Ouais. Moi, je fais du lobbying depuis 50 ans et j'ai toujours entendu ça, et notamment lors des grandes négociations de l'Uruguay Round à la fin des années 80, où j'étais responsable des sucriers européens, et où il y avait, si vous voulez, une difficulté conceptuelle. Où moi, quand j'allais voir la Commission en disant il faut faire de la préférence communautaire, c'est-à-dire qu'il faut permettre à notre industrie, à nos agriculteurs, à nos industries alimentaires de se développer, on nous répondait non, il faut faire du libre-échange. Et la Commission a toujours été libre-échangiste, donc plus on fait du libre-échange, plus la Commission est contente. Mais donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'étude d'impact de ces marchés de libre-échange, mais que la Commission agit alors de manière plutôt idéologique. Il faut commercer pour commercer. Absolument, c'est totalement idéologique dans mon esprit. Oui, mais totalement idéologique. Et ça reste, c'est assez frappant, parce qu'on se rend compte à quel point, si vous voulez... L'Europe a toujours été, au fond, le perdant des accords de libre-échange. Le meilleur exemple, c'est ces fameux accords de l'Uruguay Round qui ont transformé radicalement la PAC. Et ce qui est grave, c'est qu'avec les accords de l'Uruguay Round, la PAC est devenue USA compatible, puis GATT compatible, puis Organisation mondiale du commerce compatible. Et c'est ça qui a réduit les prix agricoles, qui ont été partiellement compensés par des subventions. Et c'est cela qui est un des problèmes fondamentaux du monde agricole à l'heure actuelle. Et on veut aller toujours plus loin. Et on veut aller encore plus loin, et on veut aller encore plus loin. Et on met le monde agricole dans une impasse absolument redoutable et, à mes yeux, inacceptable. Oui, c'est ça. Mais alors le CETA, on dit parfois que ça a été plus bénéfique pour l'UE, mais ce que vous dites là, c'est que c'est au détriment des agriculteurs alors. Ah, totalement, mais le CETA, si vous voulez, le CETA, comme l'accord de libre-échange avec le Vietnam, auquel j'étais un peu associé, moi, personnellement, sont des accords quand même de nouvelle génération, dans lesquels vous avez quand même un début de préoccupation sociétale et environnementale, disons ça comme ça. Mais l'accord du Mercosur, vous l'avez dit vous-même, est sur la table depuis très longtemps. Et alors, on va me dire que certains secteurs agricoles sont gagnants. Oui, c'est vrai, les exportations, les exportations de champagne, c'est pas plus mauvais, les exportations de cognac. De jambon, de fromage, avec des appellations qui sont connues. Oui, bon, de choses de niche, si vous voulez. Okay. Ça, je dis pas le contraire. Mais encore une fois, on est en train de détruire, mais de manière systématique,
le cœur de l'agriculture européenne. C'est-à-dire, c'est quoi? Alors, dans le secteur animal, vous l'avez dit, c'est 99 000 tonnes de bœuf. On dit oui, c'est 15% de la consommation. Mais c'est 15% de la consommation, sauf que si c'est les beaux morceaux, c'est encore beaucoup plus important et que ça donne... Oui, c'est sur ces morceaux que les agriculteurs européens font le plus de marge. Exactement. Et alors, ça donne une pression additionnelle sur les prix. C'est 180 000 tonnes de volailles. Sur le secteur volaille, c'est absolument catastrophique. Alors pour le maïs, les cultures, c'est terrible pour le maïs. Et alors tout ça crée en plus, si vous voulez, c'est dramatique, des inégalités de concurrence. Okay. Et donc on voit par exemple pour le secteur du maïs, la moitié, si vous voulez, des substances utilisées au Brésil pour faire du maïs sont interdites dans l'Union. Donc on va importer dans l'Union des produits qui sont fabriqués avec des produits phytopharmaceutiques interdits dans l'Union européenne. On se moque de qui? En plus, ces produits-là vont être faits par des OGM qui sont interdits dans l'Union. Et est-ce qu'il n'y a pas des contrôles alors de la part de l'Union? Est-ce qu'elle ne peut pas mettre en place des contrôles? L'Union, elle peut mettre des contrôles, sauf qu'il n'y en a pas. Ou s'il y en a, il n'y en a pas assez. Ou vous allez m'expliquer comment on va s'assurer que le bien-être animal a été respecté. Il ne va pas y avoir des gardiens dans les troupeaux de la Pampa argentine pour aller s'assurer que les bêtes ne sont pas maltraitées, que le transport animal, etc. Je veux dire, c'est absolument honteux. Et le monde agricole est révolté à juste titre parce qu'il est dans une situation de grande précarité financière avec des revenus extrêmement bas, des contraintes normatives énormes et en plus cette année une campagne désastreuse notamment en France et en Belgique, et on leur additionne, si vous voulez, cette menace extrême contre laquelle, au fond, on est paralysé, quoi. Ce sont des choses qui nous dépassent, qui sont des négociations, en plus, extrêmement secrètes. Je pense qu'on peut oser le mot. Ouais. Et alors, il y a ces clauses miroirs là, dont on parle, mais vous nous expliquez que c'est un vœu pieux, quoi, qu'on ne pourra de toute façon pas aller contrôler les clauses là-bas. Miroirs, c'est de la rigolade. Okay. Alors là, complètement de la rigolade. Par contre, ce qui serait moins de la rigolade, ce serait qu'on fasse des clauses miroirs inversées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'Union européenne s'engage dans ses propres politiques, dans ses propres législations, à s'interdire à importer de ces pays des produits qui ne correspondent pas aux normes d'hygiène, de sécurité, de fabrication de l'Union européenne elle-même. Je pense aussi que les filières agricoles doivent mieux s'organiser aussi au niveau de la grande distribution pour avoir des accords vraiment ficelés avec la grande distribution pour interdire ces produits. Aussi, ça pose une question de la renégociation d'accords de libre-échange et de faire en sorte qu'il y ait un minimum de protection à la frontière et que l'Union européenne soit pas ouverte à tous les vents. Je vois par exemple pour le Brésil, on discute beaucoup maintenant de la déforestation. Oui. Il faudrait peut-être être un peu cohérent et faire en sorte que certaines provinces, notamment du Cerrado en Belgique, soient aussi couvertes par ces futures réglementations et que les exportations venues de ces régions soient peut-être pas interdites, mais en tout cas soient contrôlées. Ouais. Eh bien, revenons justement à la Belgique. Est-ce qu'on pourrait dire que les agriculteurs wallons, qui élèvent beaucoup de bovins, pourraient être les plus grands perdants de ce TACO-Mercosur? Je parle dans le marché belge, hein, bien sûr, par rapport à la Flandre, par exemple, qui a, on sait, beaucoup de choses à exporter, en tout cas plus que la Wallonie. Au niveau de l'élevage, les perdants, c'est les gens qui font de la qualité. C'est triste à dire, quand même. C'est quand même un comble. Donc, évidemment, les Belges, mais aussi l'élevage français de qualité, sont des gens qui ont tout à perdre. Oui. C'est déjà, si vous voulez, l'éleveur est déjà menacé, est déjà très déstabilisé par des prix qui sont extrêmement bas. Et donc, là, la menace est encore plus forte. Oui. Et c'est grave parce que, si vous voulez, c'est quelque part, entre guillemets, les bons agriculteurs qui sont encore plus dans le collimateur que les autres, quoi. Et mais c'est pas tout à fait clair, cet accord du Mercosur. Est-ce qu'il doit être validé à l'unanimité par tous les pays de l'UE ou voilà, on sait que la France rechigne, le gouvernement wallon hésite. Alors vous avez raison de poser la question parce que je me la suis moi-même posée ce matin. D'accord. Moi j'ai quand même des souvenirs de cette époque-là et dans mon esprit aussi c'était à l'unanimité, mais j'ai commencé à regarder un peu dans mes papiers sur Internet et tout ça était assez peu clair et donc j'ai demandé du secours pour me confirmer la situation telle qu'elle
spécialité. Vous allez nous l'expliquer. Oui, alors en réalité, évidemment, et juste façon de faire le simple, il y a toujours évidemment deux types d'accords, un accord simple et un accord mixte. Alors voilà, donc là on est dans un accord mixte. D'accord. Donc l'accord mixte fait que vous avez donc un vote au niveau des États membres à la majorité qualifiée. Donc vous devez avoir 55% des États membres représentant 65% de la population. Et donc, ce qui est assez incroyable qu'un pays, quand même, comme la France, qui hurle maintenant, n'a pas été foutu d'organiser une minorité de blocage. Ouais, c'est quand même, je trouve ça absolument incroyable. Ensuite, pour ces accords mixtes, donc, vous avez une nécessité de transposition, pas de transposition, mais de ratification nationale. Mais là aussi, les règles du jeu sont compliquées parce que la Commission a la capacité de faire fonctionner d'entrée toutes les parties de l'accord qui ont un côté communautaire. C'est seulement pour la partie nationale de ces accords mixtes que les États membres peuvent le bloquer. Donc le droit de veto ne porte que sur les aspects nationaux vraiment de l'accord, mais le gros de l'accord est un accord communautaire qui là va démarrer. Et le Parlement, donc parce que j'ai oublié le Parlement, donc le Parlement va voter à la majorité absolue. Oui, voilà. Mais le Parlement aussi est libre-échangiste. Moi, je me souviens, le Parlement ne s'est, à ma connaissance, jamais vraiment opposé à un accord de libre-échange. Dans le passé, ils ont toujours soutenu. Et là, plus récemment, il y a eu quand même sur le CETA, un peu sur l'accord Vietnam, mais sans grande difficulté. Donc là aussi, on est dans un type de comportement libre-échangiste. Oui, et je pense qu'il y a un accord de majorité qui se dessine au Parlement, vu le nombre de pays européens qui est en faveur de ce Mercosur. Enfin bon, ça, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, oui, mais c'est probable, oui, je pense que c'est probable. Comme l'a souligné notre invité, un accord de majorité au Parlement semble probable. Mais rien n'est encore certain et seul le temps nous le dira. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du Z-Podcast. Rendez-vous demain pour notre rubrique La Tech au quotidien, où les journalistes de Trends Tendance mettront en lumière une innovation technologique pour booster votre productivité. Et d'ici là, ne manquez pas l'astuce en cybersécurité du CCB, le Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Le Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique fournit aux entreprises un guide pratique pour renforcer leur cybersécurité grâce à des mesures réalisables qui augmentent la résilience aux cybermenaces. Cyber Fundamentals est basé sur des cadres et des normes internationaux largement utilisés. En mettant en œuvre les contrôles tels que la sécurité des réseaux, le contrôle d'accès et la réponse aux incidents, les organisations peuvent réduire efficacement leurs cyberrisques. Le cadre aide les entreprises à obtenir une vue d'ensemble sur leur niveau de sécurité actuel et fournit un plan d'action clair pour mettre en œuvre des améliorations. En outre, il facilite la mise en conformité avec les exigences légales. En mettant l'accent sur la sensibilisation et la formation des employés, Cyber Fundamentals favorise une culture de la sécurité au sein de l'organisation, ce qui permet d'améliorer la cyber-résilience. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.